Bonjour à tous, je suis Mathilde Scrive, responsable des études à Serre France Bourgogne-Franche-Comté et je vais vous accompagner cet après-midi pour Fermoscopie Saône-et-Loire. Nous avons souhaité maintenir ce rendez-vous qui nous semble être un rendez-vous important, mais en nous adaptant au contexte sanitaire de façon à respecter la santé de tous. On aurait préféré vous retrouver dans une salle, mais on va essayer de garder le principal de Fermoscopie, à savoir une première partie sur les références 2020, des temps d'échange à l'issue de cette première partie, puis une seconde partie avec un thème d'actualité qui sera cette année la capacité d'adaptation des entreprises face à la crise du Covid-19. À la fin de cette seconde partie, nous aurons de nouveau un temps d'échange entre vous et l'intervenante. Pour cet échange, vous pouvez utiliser le chat puisque nous ne pouvons ni vous voir ni vous entendre. Donc ce chat s'ouvre si vous cliquez sur la petite bulle avec 3 points à l'intérieur qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous pouvez intervenir, faire vos remarques, vos questions au fil de l'eau et ensuite les intervenantes y répondront à la fin de leur présentation. Nous allons respecter un délai plus réduit que quand nous nous retrouvons en salle. Donc, le rendez-vous durera seulement 1 heure et demie. Mais si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous nous engageons à y répondre par écrit et à vous envoyer les réponses dans les jours qui viennent. Au niveau après notre rendez-vous, vous aurez également la possibilité de nous revoir autant de fois que vous le souhaitez, grâce à un replay dont le lien vous sera envoyé par mail. Vous pourrez également trouver un document recensant l'ensemble des données qui vous seront présentées aujourd'hui sur notre site internet. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent Landreau, le président de Serre France Saône-et-Loire, qui va introduire cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce traditionnel rendez-vous du mois de novembre qu'est Fermoscopie. Il était important pour nous de tenir cet événement malgré le confinement et nous en avons profité pour le faire évoluer, le transformer et cela jusqu'à le dématérialiser pour vous permettre de le vivre depuis chez vous. C'est certain qu'il nous manque la convivialité et les échanges entre nous en périphérie de cet événement, mais je vous assure que toute la technicité et l'expertise de nos collaborateurs est présente dans la continuité de l'accompagnement réalisé tout au long de l'année auprès de nos adhérents. Fermoscopie est un moment important pour nos adhérents agriculteurs, mais aussi pour l'ensemble du monde agricole. C'est à ce moment-là que vous sont présentés, dès le mois de novembre, l'ensemble des résultats économiques de l'année en cours. Je tiens à remercier et à féliciter pour cela les collaborateurs de Serre France Saône-et-Loire qui nous permettent cette performance. Cette année 2020 aura été encore une fois atypique. Atypique par la crise sanitaire qui est arrivée dès le mois de mars et qui continue encore. Bien que l'agriculture ait été moins impactée que d'autres secteurs, le Covid-19 a néanmoins perturbé l'organisation, le travail et aura des conséquences économiques sur le plus long terme. 2020 a été aussi atypique par une troisième année de sécheresse, très impactante par sa durée, son intensité et la répétition de ces phénomènes climatiques. Nous le voyons, le changement climatique est bien là, il est présent. C'est maintenant un élément structurel plus que conjoncturel et à prendre en compte dans la gestion de l'exploitation. Naturellement, l'homme n'aime pas le changement. C'est pourquoi Serre France Saône-et-Loire est là pour nous accompagner et nous aider à découvrir et saisir des opportunités qui s'ouvrent devant nous dans ces périodes de changement. Cela nécessite de savoir clairement où et comment chacun se situe dans sa stratégie d'entreprise et dans son environnement de marché. C'est aussi l'objectif de Fermoscopie. L'accompagnement, le conseil, est une priorité chez les collaborateurs, mais aussi pour le conseil d'administration de Serre France. Administrateurs, nous sommes tous adhérents, chefs d'entreprise et partageons donc les mêmes préoccupations que vous. Nous souhaitons et nous mettons tout en œuvre pour que Serre France soit toujours présent à nos côtés pour nous aider à grandir et à avancer. Et je n'ai aucun doute à ce sujet. Je voudrais tous vous remercier pour votre participation à ce Fermoscopie digitale. Je suis certain que chacun se nourrira de nombreuses informations qui vont nous être délivrées et que cela fera naître chez vous des réflexions. N'hésitez pas à les partager ensuite avec vos comptables et vos conseillers. Je vous laisse maintenant entre de bonnes mains en compagnie de nos chargés d'études Serre France. Bonne conférence à tous.
Comme Vincent Landreau vient de le souligner, ce rendez-vous est inscrit dans la durée et vous êtes plus de 280 à vous être inscrits aux 3 dates qui vous étaient proposées. Donc notre première séquence mardi dernier était sur les bovins viande. La séquence de demain sera sur les bovins lait. Donc n'hésitez pas également à aller voir les replays de ces événements-là si ça vous intéresse sur notre site internet. Je vais maintenant vous présenter l'équipe, puisque le travail qui va vous être présenté ce matin est le travail de nombreuses personnes. Je vais citer celles qui étaient les plus mobilisées pour ces rendez-vous. Les conseillers, Emmanuel Gros, Cécile Pandreau, Émilie Golin, Pascal Laurin, Magali Falière et Éric Janin, qui capitalisent à eux 6 plus de 80 ans d'expérience et d'accompagnement client, avec plusieurs volets. Ils accompagnent les clients dans la restitution des performances de leurs exploitations chaque année, mais ils les accompagnent également pour chiffrer et évaluer des projets clés qui scandent la carrière des agriculteurs. Nous avons également Aurélie Deschamps qui a assuré une communication efficace et Sébastien Pont qui a mis tout ça, qui a coordonné l'ensemble de ce travail. Je vais maintenant vous laisser en compagnie d'Émilie Golin qui va vous présenter les résultats 2020. À tout à l'heure. Merci Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à cette édition à distance de Fermoscopie. C'est vrai que le format change, mais le fond perdure. Nous allons donc passer un moment ensemble pour évoquer les résultats attendus en système spécialisé grande culture pour la moisson 2020. Mais tout d'abord, afin de donner un petit peu d'interactivité à ma présentation, je vous propose un petit sondage en ligne qui vous est accessible sur le côté de l'écran en utilisant la bulle en dessous de la bulle du chat. Voilà. Et qui, sans anticiper sur la suite de la présentation, vous pose la question suivante, en fait. À quoi attribuer les difficultés rencontrées chez les céréaliers? Puisqu'on peut dire quand même que ces dernières années en grande culture sont particulièrement éprouvantes. Et donc, est-ce qu'on est sur des difficultés liées à nos conditions climatiques, aux charges de structure, aux charges opérationnelles qui plombent nos exploitations, ou plutôt à tout ce qui est prix et marché? Voilà, donc je vous remercie par avance pour votre participation et puis on en reparle en fin de présentation. Alors, que retenir de cette année 2020? C'est vrai que si on se concentre sur quelques-uns des thèmes qui apparaissent à l'écran, et ils sont nombreux, 2020, c'est tout d'abord une année qui est marquée par une crise sanitaire inédite. Et la gestion de la crise de la Covid-19, elle impacte plus ou moins les secteurs agricoles et viticoles du département, depuis la production jusqu'à la commercialisation. 2020, c'est aussi une année de débat de société, encore et toujours autour de l'agriculture. Mais du fait de la crise sanitaire, on semble se souvenir de la capacité de l'agriculture à nourrir le pays et finalement de l'importance d'une consommation locale et sécurisée. 2020, c'est encore une année climatique difficile, puisqu'on rencontre des difficultés depuis les semis jusqu'à la sécheresse estivale, et qu'en grande culture, l'impact est conséquent, notamment sur les moissons d'automne. Pour résumer, on reste sur une année exigeante pour les céréaliers qui doivent constamment s'adapter à ces aléas climatiques désormais récurrents. Mais comment faire face quand la rentabilité est en chute libre? Avec une moisson décevante en 2020 sur les cultures de printemps, et puis des prix qui ne permettent pas de rattraper le manque en volume, la tendance à la baisse amorcée depuis 2018 se poursuit en 2020. Alors c'est tout d'abord la marge brute qui se contracte fortement. Elle perd 200 € par hectare en 2 ans. C'est énorme, hein, surtout que le niveau de marge qu'on avait en 2018 n'était pas non plus exceptionnellement élevé. Et donc on passe de 646 € à 424 € par hectare. C'est ensuite la rentabilité des exploitations qui pose question. Avec un rapport EBE sur produit qui était de 29% en 2018, qui passe à 26% en 2019 et qui est attendu à 17% en 2020, là où il faudrait atteindre 35%. Et derrière cette baisse conséquence de rentabilité, c'est la capacité des entreprises à dégager de la richesse finalement qui diminue à vitesse grand V. Et on sait que les exploitations, elles seront durablement impactées par ces mauvaises campagnes parce que le niveau de BE dégagé ne permet pas de faire face à leurs engagements. Et c'est enfin le résultat moyen qui est attendu pour 2020 qui déçoit, puisqu'on table pour un déficit de près de 15 000 € par UTAF. Et sur la dernière décennie, c'est le 3e déficit pour les céréaliers.
Alors, comment s'inscrivent les résultats des grandes cultures par rapport aux autres cultures du département? Si on compare aux autres productions du département, le constat, il est sans appel, hein. Depuis 2013, les céréaliers spécialisés, ils ont du mal à retrouver durablement le chemin de la rentabilité, tandis qu'on a l'impression que les autres productions progressent. Sur les 10 dernières années, les céréaliers, ils enchaînent revenus irréguliers et déficits conséquents, avec un revenu moyen sur cette période de 13 000 € par UTAF, soit l'équivalent d'un SMIC finalement. Avec ce niveau de résultat, finalement, céréaliers et éleveurs allaitants, ils sont au coude à coude, mais ces derniers bénéficient d'une plus grande stabilité de leurs revenus et de bilans d'exploitation plus solides financièrement. Du côté des éleveurs laitiers, après la crise du lait de 2015, les exploitations remontent la pente, et même si les résultats restent impactés en conjoncture céréalière défavorable, les laitiers arrivent à encaisser ces revers de conjoncture et résistent. Enfin, les viticulteurs bénéficient jusqu'à présent d'une envolée de leurs résultats dans un contexte volume et prix très favorable, même si la crise sanitaire et le contexte économique mondial vont changer la donne par la suite. Alors bien évidemment, un résultat moyen cache toujours une grande hétérogénéité de résultats. Les situations sont diverses d'une exploitation à l'autre, et l'observation de la dispersion du résultat de 2019, elle ne fait pas exception à la règle. En moyenne, on n'a pas de revenus, hein, on a un résultat moyen à 8 900 € par exploitant, mais on a quand même 35% des exploitations de l'échantillon qui dégagent un revenu supérieur à 20 000 €. Alors, quels sont les facteurs d'explication à ces niveaux de revenus très largement supérieurs au revenu moyen? Ils sont allés rechercher déjà au niveau du produit qui est légèrement supérieur du fait de meilleurs rendements et puis d'un assolement aussi plus diversifié avec par exemple des cultures de semences dans cet assolement. On note également qu'on a des charges de structure qui sont inférieures. Et là, on retrouve de la mécanisation bien maîtrisée et diluée sur une surface qui est significativement supérieure. Et puis aussi, on a une diversification des produits avec de la production d'énergie ou des travaux agricoles. Et donc finalement, quand on liste tous ces éléments, on touche bien là à des leviers structurels qui expliquent que les difficultés qu'on peut rencontrer dans les exploitations céréalières, ce sont bien des difficultés tendancielles et non exclusivement conjoncturelles. Alors, conséquence de ces difficultés structurelles, depuis 2013, on a des systèmes céréaliers qui sont perpétuellement fragilisés. L'analyse de risque qui vous est présentée à l'écran, elle est très marquante visuellement, puisque la proportion d'exploitation qui est en risque moyen ou élevé est représentée en rouge ou en orangé à l'écran, et c'est une proportion conséquente d'exploitation que vous pouvez observer sur cette année. Alors, cela traduit le fait que les entreprises, elles font face à des difficultés en trésorerie de façon récurrente, de façon installée, et puis que leurs capacités d'adaptation, elles sont réduites du fait de leur taux d'endettement préoccupant et de leur absence de réserve en trésorerie. Alors, à noter quand même que si on réalise la même analyse pour les autres secteurs de production du département, la proportion d'exploitation qui se retrouve en risque élevé ou moyen, elle est bien plus faible. Les grandes cultures, c'est vraiment le système de production le plus fragile du département et le plus sensible à tout type d'aléas. Et ça, c'est quand même inquiétant à moyen terme, parce que des entreprises qui sont à ce point fragilisées, derrière, c'est aussi toute la filière de production qui est impactée. Alors, dans ce contexte, quels sont les leviers à activer? Côté produit, tout d'abord. Aujourd'hui, on sait de façon récurrente que le prix d'équilibre en grande culture est en moyenne de 1 300 € par hectare. Ça signifie que pour couvrir l'ensemble des dépenses en trésorerie de l'exploitation, pour régler les annuités et puis pour assumer les prélèvements privés des exploitants, il faut rentrer l'équivalent de 1 300 € de produits par hectare une fois les aides déduites. Et sur les campagnes où on n'atteint pas ce niveau de produit, on sait que ce sont des difficultés économiques et financières qui arrivent. Alors, est-ce qu'on est en phase avec le niveau de produit dégagé? Si on regarde à l'écran sur les 15 dernières années l'évolution du produit, le constat, il est sans appel, hein. La barre des 1 300 € de produit, finalement, elle semble assez difficile à atteindre, à franchir. Et quand c'est le cas, les excédents de trésorerie dégagés, ils n'arrivent pas forcément à compenser les besoins en trésorerie des années précédentes et des années suivantes. Alors, si on affine la composition du produit et qu'on regarde du côté des rendements, quelles sont les évolutions qu'on peut partager?
Tout d'abord, au niveau des moissons d'été, on constate surtout une grande variabilité du rendement en blé, en orge, en colza, hein, sur la partie gauche de votre écran. On a des rendements en dents de scie, quelle que soit la culture. Par contre, nos moyennes quinquennales, elles semblent se maintenir. Mais si on regarde du côté des moissons d'automne sur la droite de l'écran avec le maïs, le tournesol et le soja, là on observe une tendance à la baisse de ces rendements en maïs et en soja, le tournesol semblant tirer un peu mieux son épingle du jeu. Hein, en effet, les dernières années de sécheresse, elles ont été bien impactantes sur les moissons d'automne en dégradant le potentiel de récolte en juillet-août. Et donc, la part des cultures d'automne dans l'assolement, le choix de cultures ou de variétés plus résistantes au stress hydrique, la gestion des ressources en eau dans le sol, finalement, tous ces éléments, ils sont vraiment à intégrer pour sécuriser au mieux votre rendement. Et du côté des prix, comment est-ce que ça se passe? Si sur la même période, on relève les prix moyens sur nos 6 productions principales du département, finalement, j'ai envie de dire que ça donne des courbes assez linéaires, notamment sur la période 2014-2020. Hein, on pourrait parler de marché assez ferme, dans le sens où on a quand même des couloirs dans lesquels les courbes se tiennent. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait presque dire que, il y a moins d'incertitude côté prix, que côté rendement. Alors ça ne doit pas empêcher que chacun cherche toujours à valoriser au mieux ses produits, bien évidemment, hein, et c'est toujours chouette quand on a un rebond des marchés, par exemple, et qu'on peut en profiter. Mais finalement, sur les dernières années, le prix, c'est moins un facteur de gain, de produits que le rendement. Et puis parier sur des prix plus élevés, pour faire son produit et se persuader qu'on va réussir à boucler sur sa structure, ça reste quand même une stratégie, assez risquée, assez aléatoire. Alors une fois qu'on a fait le tour côté produit, que peut-on dire côté charges? Alors tout d'abord, si on s'intéresse à nos charges opérationnelles, on retrouve sur les 15 dernières années finalement une évolution de ces dernières qui est assez semblable à l'évolution des produits. Finalement, quand les charges opérationnelles augmentent, c'est qu'on est dans un contexte favorable et que dans le même temps, on a un produit qui évolue aussi à la hausse. Et puis ces charges opérationnelles, elles vont diminuer en conjoncture plus défavorable. Et donc au-delà des évolutions de prix finalement que peuvent connaître les intrants, on a donc bien un levier d'adaptation activé par les exploitants. Hein, ils sont amenés à raisonner la fertilisation en fonction du contexte, tout en conservant le potentiel agronomique à moyen terme des sols. Et de la même façon, les évolutions climatiques, elles ont pu aussi amener à connaître des campagnes avec moins de pression phytosanitaire, ce qui permet de faire un autre gain sur les intrants. Si on s'intéresse sur la même période aux charges de structure, quels enseignements peut-on en tirer? Alors, nos charges de structure, en fait, elles sont représentées par la somme des 3 aires, la orange, la verte et la bleue, sur le graphique que vous avez à l'écran. Alors, tout d'abord, les charges de structure en système céréalier, elles sont aujourd'hui autour de 850 € par hectare, là où elles étaient de 580 € en 2005, hein, soit près de 300 € d'augmentation, quand le produit, bien évidemment, n'a pas suivi la même trajectoire. Il y a eu un seuil de franchi à la fin des années 2000 et puis depuis, il n'y a pas moyen de descendre sous ces 800 € par hectare. Et donc déjà ça, ça pèse structurellement. Ensuite, si on affine et qu'on s'intéresse à l'ère orange, l'ère de la mécanisation, qu'est-ce qu'on peut en dire? En 15 ans, on est passé de 300 € à plus de 500. C'est quand même une hausse de près de 70%. Et dans le même temps, la main-d'œuvre, la partie hachurée en vert à l'écran, et qui est souvent montrée du doigt pour expliquer les difficultés rencontrées dans les exploitations céréalières, la main-d'œuvre, elle a connu des pics, hein. C'est vrai qu'on était autour de 115-120 € par hectare en moyenne entre 2008 et 2014, mais elle s'est depuis stabilisée à 70 € par hectare, ce qui est quand même moins qu'au début des années 2000. Alors bien évidemment que la main-d'œuvre, elle pèse, hein, mais elle pèse quand même sacrément moins que la mécanisation. Et on le dit régulièrement, la stratégie de mécanisation, elle doit être raisonnée en fonction de l'équilibre des entreprises. Parce qu'une stratégie de mécanisation qui est basée essentiellement sur un gain en prélèvement obligatoire, aujourd'hui, ce n'est plus une stratégie, hein, ce n'est pas tenable à moyen terme et cela concourt à la fragilisation des entreprises. Alors, si on affine sur la mécanisation, on constate que certaines exploitations arrivent à travailler avec moins de 350 € par hectare consacrés à la mécanisation, quand d'autres ont besoin de plus de 650 €. Et donc, on a là
un vrai levier de progrès. On est actuellement dans des charges de mécanisation qui continuent à augmenter, hein. Elles ont augmenté de 20 € en 2 ans du fait de la phase de réinvestissement qu'on a connue après la moisson de 2018. Et 20 € finalement à l'hectare, ben, ça reste toujours pas négligeable, notamment en conjoncture défavorable. Aujourd'hui, on a un taux d'endettement qui est quand même conséquent, des capitaux propres engagés qui sont également conséquents, et on peut s'interroger pour savoir si on n'est pas sur des systèmes qui seraient un peu à bout de souffle. C'est vrai que quand on regarde en parallèle l'évolution du coût de la mécanisation sur la même période, sur les périodes de 2005 à 2020, pardon, on voit bah, que l'évolution du prix d'achat du matériel agricole a augmenté de près de 18%, toutes catégories de matériel confondues. L'évolution la plus notable, bien évidemment, c'est au niveau du matériel de pulvée, plus de 25% d'augmentation, tandis que tout ce qui est matériel de travail du sol et de semis ont augmenté de façon plus modérée. Et c'est vrai que si on remet ça en perspective avec l'évolution du produit sur nos exploitations agricoles, ça colle pas du tout. Et puis parler aujourd'hui de raisonnement de la mécanisation, ça peut sembler être un peu la quadrature du cercle. Mais voilà, aujourd'hui, bah, nos systèmes traditionnels, il n'empêche qu'ils sont quand même étouffés par le coût de la mécanisation. Et que pour autant, il faut quand même essayer de se projeter à moyen terme pour retrouver un levier de rentabilité. Aujourd'hui, des systèmes qui sont basés sur des assolements en commun, sur du partage de matériel, sur tout ce qui permet d'utiliser finalement le matériel sur un maximum d'hectares, ça représente un vrai levier de compétitivité. Et s'il n'est pas possible d'augmenter les hectares sur une exploitation, bah, ça demeure cependant de la responsabilité ou en tout cas de la réflexion du chef d'entreprise de voir bah, comment arriver à mutualiser ces moyens de production pour gagner en rentabilité. Et du souffle, il va falloir en retrouver, car en trésorerie, le BE de 2019 était à peine suffisant pour régler les annuités et assurer les prélèvements privés, hein, ce qui fait que les trésoreries se sont contractées, se sont creusées. Et c'est une tendance qui va continuer en 2020, puisque le BE 2020 est attendu à hauteur de 35 000 €. Dans les chantiers à venir, au-delà de ces évolutions structurelles à mettre en œuvre, gardons également à l'esprit la réforme de la PAC à l'horizon 2023 et ce qu'elle supposera d'ajustements pour les céréaliers. Pour conclure, et au vu des éléments partagés, je voudrais insister sur le fait qu'il faut pour chacun trouver le chemin de sa réussite et que c'est possible. Facile, non, mais possible, oui, puisque certains y arrivent. Les défis à relever demain sont nombreux. Ils supposent technicité, gestion et anticipation. Parmi les bases, il est toujours bon de rappeler les fondamentaux, respecter les équilibres économiques et financiers propres à votre exploitation, évaluer l'impact de vos investissements sur le coût de production. Si ça l'augmente, eh ben, faut trouver du produit en plus. Être cohérent dans sa stratégie de commercialisation et s'assurer de son efficacité économique, de sa rentabilité. Dans les défis à venir, il serait dommage de se quitter sans évoquer la transmission, parce que la pyramide des âges fait aujourd'hui que bon nombre de chefs d'entreprise vont partir en retraite dans les années à venir. Et ce que vont rechercher les jeunes qui vont s'installer derrière, bah, c'est des outils pérennes ayant capacité à s'adapter. Et ça, bah, c'est aujourd'hui que ça se prépare. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Et puis pour faire le lien avec bah, le sondage évoqué en début de présentation, oui, les difficultés rencontrées, elles sont multifactorielles, mais retenons surtout que les leviers d'action le sont également. Merci Émilie pour cet exposé limpide. Maintenant, vous pouvez interagir avec Émilie en posant vos questions dans le chat. Peut-être en attendant que les premières questions arrivent, Émilie, qu'est-ce que tu vois comme adaptation sur les exploitations céréalières face aux sécheresses récurrentes? Comme adaptation face aux sécheresses et puis face au contexte global, en fait, ce qu'on peut relever, par exemple, dans les projets des jeunes qui s'installent sur les dernières années, c'est déjà une volonté de mettre en place des systèmes, on va dire, un petit peu plus complexes en termes d'assolement, ce qui voilà, laisse à penser que cet aspect sécurisation du rendement, gestion des cultures pour tirer le meilleur potentiel
de son exploitation a été très réfléchi, très anticipé avant même de démarrer les projets d'installation. Donc ça, c'est plutôt encourageant. On voit effectivement beaucoup de débats hein, sur la part de l'assolement des cultures d'hiver, des cultures de printemps, sauf que c'est un débat où forcément on intègre aussi des réflexions par rapport à on a la gestion aussi des adventices à intégrer. On a de moins en moins de molécules actives, donc il faut aussi que tout ça soit équilibré pour que ça boucle. Mais du coup, c'est passionnant parce qu'on a un retour aux fondamentaux agronomiques aussi, et puis des interlocuteurs qui sont très techniques et finalement qui pilotent leurs entreprises avec énormément d'éléments, puisque voilà, ils font le grand écart entre l'agronomie de leur sol, leur bilan, leurs relations avec leur banque, les fournisseurs, leur stratégie de mécanisation. Donc Voilà. finalement, c'est dans la diversité de la rotation que l'on retrouve des services fournis par les plantes voilà, au système. Oui, ça peut être l'un Mhm. des leviers. Ouais. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions qui sont arrivées. Constatez-vous une réduction de la part de produits phytosanitaires? Quand on fait le total sur les charges opérationnelles, c'est vrai qu'en montant, on est plutôt sur une réduction du montant. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une réduction linéaire en fonction des années, puisqu'on a des années à pression sanitaire plus conséquente que d'autres. Mais il faudrait aussi pouvoir faire le lien en fait avec les volumes et avec l'assolement finalement, parce qu'on est sur un montant moyen à l'hectare quand on le restitue au niveau de l'échantillon. Donc pour pouvoir répondre avec finesse à la question, il faudrait qu'on puisse le suivre de façon beaucoup plus précise. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'au niveau du montant global sur les phytos, oui, on est plutôt sur une tendance à la baisse sur la période D'accord. 2014-2020. Il y a une autre question qui demande est-ce qu'on n'a pas atteint un plafond en termes de rendement? Est-ce qu'il faut rechercher du rendement ou est-ce qu'on a atteint un équilibre auquel il faut s'habituer? Mm. Ben déjà, il faut être conscient du potentiel agronomique de ces sols et du rendement qu'on peut en espérer effectivement dans un contexte, on va dire, favorable en termes de météo. Après, aujourd'hui, même si on a atteint un plafond, quelque part, ça n'empêche qu'on a quand même à gérer des rendements en dents de scie, avec des années où peut-être on fera ce plafond et des années où on ne l'atteindra pas. Donc, il faut aussi sécuriser ces années-là. Et puis, le fait d'intégrer le fait qu'il y ait un plafond au niveau des rendements, ça veut dire que quand on calcule son produit à l'hectare, il faut être cohérent, effectivement. Et si on dit qu'aujourd'hui, 1300 euros à l'hectare, on a du mal à l'avoir en moyenne, il faut se baser sur des rendements réalistes au vu du potentiel des exploitations pour calculer ce que ça donne sur la structure de chacun. Ouais. Ensuite, il y a une question sur la méthode utilisée pour diminuer le coût de la mécanisation. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Oui, ça sera plus des exemples qu'une méthode, parce que je pense que s'il y avait une méthode, tout le monde se la serait partagée. Ce qu'on peut voir sur les exploitations qui ont le plus faible coût de mécanisation, c'est d'abord un parc matériel qui est utilisé jusqu'à ce que le matériel soit plus qu'amorti, en fait, et pas forcément avec une politique de renouvellement très rapide du matériel, ce qui permet quand même d'avoir un gain à ce niveau-là. C'est aussi des exploitations, hein, je l'ai dit, où on a plus d'hectares que sur la moyenne de notre échantillon. Donc, il y a quand même un facteur de dilution de la charge de mécanisation sur ces hectares, voire c'est des exploitations qui font aussi un petit peu de travaux agricoles à côté et qui vont aussi utiliser le matériel chez des collègues. Donc, c'est vrai que tout ce qui concourt à diluer la charge de mécanisation est un facteur de rentabilité sur l'exploitation. Après, il y a tout ce qui est technique, travail du sol notamment, qui sont engagés sur la stratégie de l'exploitation par rapport à ce travail qui va être en lien avec le parc matériel nécessaire sur l'exploitation. Et puis après, il y a aussi, j'ai envie de dire, la façon dont chacun a envie de travailler. Si on parle par exemple de la période des semis en automne, c'est vrai qu'on va avoir des clients qui vont dire finalement c'est pas grave si ça me prend plutôt du temps et que
Je sais que je vais y passer plusieurs jours. Moi, avec mon matériel, ça me suffit. De toute façon, je sais qu'on dispose toujours du nombre de jours agronomiquement disponibles cohérent pour que je couvre l'intégralité de mes surfaces. Je ressens pas le besoin de renouveler mon matériel. Et à contrario, on peut avoir aussi des exploitants qui veulent sécuriser le temps consacré à cette période en ayant du matériel qui permette d'aller plus vite avec le coût que ça implique en termes de traction, en termes de semoir, et, et qui veulent voilà, avoir sécurisé leur semis dans de bonnes conditions parce que ça passe par là leur stratégie d'exploitation. Donc la mécanisation, en fait, elle est vraiment à réfléchir au niveau de chaque exploitation en fonction des aspirations du chef d'entreprise, de ce qui est faisable, pas faisable, localement, un peu plus loin, et ce qu'il peut y avoir en place en termes d'outils de CUMA, en termes d'ETA, en termes, voilà, Le bon d'ensemencement réflexe également. étant finalement de faire tourner son matériel soit longtemps, soit sur un grand nombre d'hectares. Voir les deux. Voir les deux. Merci. Alors, la question suivante porte sur les exploitations en bio. Les bios sont-elles intégrées dans tes échantillons? Et peut-être en question subsidiaire, qu'est-ce que ça donne les résultats en bio? Alors, dans l'échantillon, en fait, on n'a pas d'exploitation en agriculture biologique intégrée à l'échantillon parce que pour avoir un échantillon spécialisé, on a un certain nombre de critères qui font que des exploitations qui sont plutôt mixtes et aujourd'hui en agriculture biologique avec une part de céréales sont exclues de cet échantillon. Et puis, on n'a pas suffisamment de données sur les grandes cultures en biologique, en agriculture biologique au niveau du département pour pouvoir en tirer des enseignements qu'on pourrait diffuser. Donc aujourd'hui, les résultats des exploitations biologiques, ils sont plutôt travaillés au niveau de la région, sachant qu'effectivement, on a aussi de la volonté chez certains exploitants de se convertir en grande culture au bio. Ce qu'on pourrait dire pour ceux qui peuvent être dans cette démarche-là, c'est que ce qui est important, c'est déjà d'avoir une structure stable avant de se convertir à l'agriculture biologique, de bien maîtriser ses rendements, de bien connaître ses champs pour voilà, être réaliste sur ce qui sera possible de faire une fois qu'on sera converti en agriculture biologique, d'être solide financièrement parce que ça implique quand même de repenser sa structure d'exploitation, de repenser son système de production et parce que aussi au niveau des aides de la PAC, on sait maintenant qu'il peut y avoir un très grand décalage entre le moment où on les demande et le moment où on les perçoit. Et c'est toujours très tendu quand on se convertit à l'agriculture biologique, qu'on compte sur ces aides pour pouvoir assumer les investissements qui sont en lien avec cette conversion et qu'en fait, ça arrive très, très, très tardivement. Donc, prudence, c'est toujours sur une structure saine. La conversion se passe mieux sur une structure saine que sur une structure fragilisée. Idéalement. Voilà. Après, il y a la théorie et la pratique, bien Très évidemment. bien. Qu'en est-il de la copropriété et des CUMA? Est-ce que c'est quelque chose que tu observes souvent sur les exploitations? Et qu'est-ce que ça donne dans les résultats? C'est un vrai levier de gain, ça c'est clair. Des CUMA, on en remonte sur du gros matériel, donc matériel de semis notamment, sur ces dernières années. Il y a de la copropriété également. Et c'est vrai que pour des gros investissements où il y a 10 ans, l'exploitant ne se posait pas la question s'il investissait à plusieurs ou avec son collègue. Aujourd'hui, ça nous arrive de regarder qu'est-ce que ça donne si je le fais tout seul, si je le fais avec un collègue et si on monte une CUMA. Donc on va dire que c'est plutôt bon signe. Une autre question à laquelle tu as déjà partiellement répondu, mais ça peut être intéressant de revenir dessus. Comment s'explique une si forte disparité des revenus et qu'est-ce qui fait qu'une exploitation dégage un fort revenu? C'est vrai qu'on a parlé de ceux qui dégagent un faible revenu. Donc ceux qui dégagent un fort revenu, aujourd'hui, c'est des gens qui font de très bons rendements, même lorsque en moyenne au niveau du département, on n'est pas sur une super année. C'est des gens qui ont une très très bonne maîtrise des charges opérationnelles et des charges de structure, notamment des charges de mécanisation. Et c'est des gens qui souvent ont un atelier complémentaire à côté. Des travaux d'entreprise, de la production d'énergie, un petit atelier de production animale Qui va également. venir jouer Voilà. l'amortisseur des forts à coûts qu'on a vus sur la courbe de revenus. Tout à fait. Ouais.
Tout à fait. Justement, il y a une question qui est plus une remarque sur la diversification. Tu as beaucoup parlé de la diversification de l'assolement, mais on peut aussi penser à la diversification des ateliers en produisant par exemple des énergies Oui, renouvelables. Et du ouais, c'est vrai. Je pense que les céréaliers en sont conscients. On a énormément de projets photovoltaïques encore sur cette fin d'année. On en a eu par le passé. C'est des choses qui s'intègrent bien dans les projets. Souvent, on en profite au passage pour mettre en place un peu de stockage en lien avec d'autres types de production. Je pense à du chanvre, par exemple. Donc, il y a une cohérence aussi, effectivement, à aller sur ce type de Et là, c'est diversification. Tout intéressant à fait. d'être en veille par rapport aux opportunités qu'il y a sur son territoire. Et qu'est-ce qui se développe en Saône-et-Loire Voilà. sur ces filières-là? Je ne sais pas encore si aujourd'hui on peut parler de choses qui se développent plus que d'autres. C'est plutôt voilà, des tendances qu'on va voir à un moment ou à un autre. De la même façon qu'il y a eu une phase où tout le monde cherchait à faire un peu de travaux d'entreprise. Aujourd'hui, on est dans une phase où tout le monde cherche un petit peu à faire de l'énergie et regarde du côté du photovoltaïque. Voilà. Pour certains, c'est déjà ancien parce qu'ils l'ont mis en place en étant précurseur. Pour d'autres, c'est aujourd'hui que ça arrive. L'important, c'est que ça vienne Très sécuriser le bien. rendement et la rentabilité. On a une autre question. Avez-vous mesuré l'impact de la réglementation sur les rendements? Donc, par exemple, l'impact des zones vulnérables, des ZNT, et sur les charges opérationnelles en termes d'utilisation d'intrants. Mm. Aujourd'hui, c'est pas à ce niveau-là en fait que se fait la remontée des données de notre échantillon. C'est pas un critère d'analyse qu'on a dans Oui. les chiffres qui vous sont diffusés. On est vraiment sur un On ne peut échantillon pas moyen isoler les gens qui qui sont en intègre zone vulnérable de tout, ceux qui ne le sont pas. Mhm. qui sont plus ou moins. Ouais, Ok. non. Mais ça a pu jouer un peu sur. Tu parlais d'une baisse du poste intrant. On peut imaginer que ces réglementations successives Ouais. viennent euh, limiter l'utilisation. Oui, alors là, on est un petit peu Mm. tôt, on est un petit peu tôt pour le dire, hein, notamment en ce qui concerne les ZNT, parce que finalement, ça fait pas suffisamment longtemps que c'est en place aussi pour qu'on puisse avoir un effet, on va dire un effet marquant au niveau de nos données. Là, on est sur une projection sur la moisson 2020, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore nos clôtures de la moisson 2020. Donc, voilà, il y a certainement des éléments qu'il faudra encore réaffiner, et puis on verra sur les années à venir, effectivement, Bah, je ouais. te remercie. Je crois qu'on a répondu à la totalité des questions. Alors, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à reprendre contact avec Émilie ou en passant par Sébastien ou par moi-même. On vous fera suivre on fera suivre à Émilie et on vous renverra on renverra les réponses. On va maintenant passer à la seconde partie. Donc, je vais inviter Pascale Laurin à nous rejoindre. Elle va vous présenter, du coup, on a beaucoup parlé de crise dans cette première partie. Donc, Pascale va vous parler de la capacité d'adaptation face aux crises en prenant l'illustration de la crise de la Covid-19 et en illustrant avec des exemples agricoles ou issus des industries agroalimentaires comment des entreprises se sont adaptées dans ce contexte-là. Je te passe la parole, Pascal. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Mathilde, effectivement, je vous propose maintenant de parler de capacité d'adaptation des entreprises et de stratégie en s'appuyant sur la crise sanitaire actuelle. Mais déjà, avant vraiment de commencer, un petit peu de définition, parce que c'est vrai que le mot crise, c'est un mot qui est plus que jamais d'actualité, mais en même temps, c'est un mot un petit peu fourre-tout qu'on utilise à toutes les sauces. Et il y a autant de définitions que de personnes qui ont travaillé sur le sujet. Donc nous, pour cet après-midi, on a retenu la définition de l'historien Antoine Pro, pour qui une crise, c'est un phénomène violent et soudain, un changement subi, un moment décisif, mais toujours pénible et douloureux. Donc avec cette définition, vous voyez qu'on peut dégager trois caractéristiques pour une crise. Déjà que c'est un événement qui est inattendu ou à faible probabilité. Ensuite, c'est un événement qui est involontaire, perturbateur, avec des conséquences majeures. Et enfin, pour une entreprise, ça impacte sa performance, voire même ça menace sa survie. Donc, pour la crise sanitaire actuelle de la Covid-19, vous voyez bien que ça coche les trois critères que je viens d'énumérer.
Si on recherche d'autres exemples, en agriculture, on en a d'autres, comme par exemple les épisodes de grippe aviaire ou encore des crises laitières. Et puis, hors agriculture, si on regarde par exemple sur le plan social, ça pouvait être dernièrement les gilets jaunes. Donc, dans un contexte de crise, une petite entreprise, comme le sont vos exploitations agricoles, dispose a priori de moins de ressources pour faire face. C'est pourquoi vos entreprises se doivent d'être agiles et résilientes, en sachant s'adapter tout au long de leur existence et en développant une gestion de crise efficace avec un comportement proactif. Et c'est ce que je vous propose de regarder avec un premier témoignage vidéo donc, qui va illustrer cela, celui de l'équipe de l'abattoir de la Motte en Haute-Saône. Au début du confinement, sur la vente au magasin, nous, on a triplé le chiffre d'affaires, c'est clair. L'abattoir a été créé en 2012, donc début d'exploitation, on abat aujourd'hui 400 porcs par semaine, donc ça en fait un tout petit... On fait d'affaires dans les collectivités, sur le chiffre. Excusez-nous, on a un problème de connexion, donc on relancera une vidéo tout à l'heure. En attendant, Pascal, je t'invite à te reconnecter pour continuer ta présentation. Si les vidéos ne fonctionnent pas, on vous enverra les liens pour que vous puissiez les regarder sur YouTube à l'issue de ce webinaire. Voilà, on a un, comment dire, un réseau qui est assez encombré en ce moment avec tout le monde en ligne. Pascal, je te laisse prendre la suite. Je reprends, voilà. Donc effectivement, vous pourrez regarder le témoignage un peu plus tard. Ce qui se dégageait, en fait, c'est qu'une crise, ça se gère avec un avant, un pendant et un après. Et donc, c'est selon cette même chronologie que nous allons organiser notre réflexion. Donc, je vous propose donc de démarrer par l'avant-crise. Donc, en tant que chef d'entreprise, c'est important de savoir où vous voulez aller et garder l'œil ouvert pour pouvoir vous adapter rapidement. Donc, ça suppose d'avoir une stratégie claire avec des objectifs et un plan d'action. Ça suppose aussi de réaliser une veille efficace pour adapter et faire évoluer votre stratégie. Des fois, on dit avoir le quart d'heure d'avance, donc c'est cette idée-là. Et puis, c'est aussi important d'innover pour disposer de scénarios alternatifs en cas de turbulence. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous, le diaporama. Moi, je ne le vois pas. Si éventuellement vous l'aviez, on avait aussi choisi comme fil conducteur pour illustrer notre diaporama voilà, ça arrive, la conduite. En fait, donc, la stratégie, c'est un peu comme dans une voiture. Vous voulez aller à un endroit donné, donc vous programmez votre GPS. Vous suivez les indications qu'il vous fournit, mais ça ne vous dispense pas quand même à tout moment de regarder à travers le pare-brise pour pouvoir adapter votre conduite et la trajectoire en fonction des événements extérieurs. Donc voilà, une fois que la stratégie est définie, eh bien, il faut pouvoir gérer les ressources de l'entreprise pour qu'elles soient opérationnelles au quotidien et mobilisables en cas d'imprévu. Et c'est ce que nous illustrait aussi le témoignage que du coup vous n'avez pas pu voir, où en fait, on avait l'illustration que avoir géré ses ressources, ça passe par avoir une équipe complémentaire, impliquée et qui s'entend. Ça suppose aussi d'envisager de la mutualisation de la main-d'œuvre en service ou éventuellement entre entreprises pour favoriser la polyvalence. Et puis, toujours en matière de ressources humaines, ça peut être aussi de favoriser la gestion des compétences avec de la formation ou avec l'embauche de nouveaux salariés. Gérer ses ressources, ça passe aussi par bien connaître son environnement, ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs. Et puis, sur le plan économique et financier, c'est gérer sa trésorerie, gérer sa rentabilité.
Donc, si on revient sur la métaphore de la voiture, c'est avoir, donc pour la conduite, un tableau de bord et puis des équipements adaptés dans le véhicule pour guider sa conduite. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, je voudrais échanger avec vous sur l'exemple d'un producteur de viande que nous accompagnons chez Serre France et qui, en 2015, a pris le temps de réfléchir à sa stratégie. Alors, pourquoi en 2015? C'est parce qu'à ce moment-là, qu'est intervenue la dernière réforme de la PAC qui a privé son exploitation de la prime à l'herbe. Et donc, la réflexion de l'éleveur, elle est partie de l'objectif de maintenir le même potentiel économique sur son entreprise malgré la perte de cette aide. Donc, avec sa conjointe, l'éleveur, il a pris le temps de réfléchir à ce qu'il voulait pour son entreprise, à savoir pouvoir y pérenniser les savoir-faire transmis de père en fils sur cette exploitation familiale en les faisant évoluer, en faisant évoluer les méthodes au fil du temps. Donc, ils ont choisi, nos deux éleveurs, de se convertir à l'agriculture biologique et de viser l'excellence des produits en les commercialisant en vente directe. Et donc, cette stratégie, comment elle s'est déclinée? Au niveau ressources humaines, ça s'est traduit par l'installation de madame aux côtés de son conjoint et elle s'est consacrée à la commercialisation des produits. En termes de communication, il y a aussi toute une stratégie qui a été déclinée avec un logo qui est apposé sur les produits, ainsi qu'un slogan qui rappelle l'ancrage fort de l'entreprise sur son territoire. Un site internet aussi marchand a été développé et puis bien évidemment une page Facebook. En termes de processus de production, c'est la recherche de l'autonomie sur l'élevage avec la production de céréales, mais aussi de métail pour sécuriser les stocks fourragers et limiter la dépendance aux protéines végétales extérieures. Et enfin, en termes économiques, les deux éleveurs, avant de se lancer, ils ont mené une réflexion sur la construction de leur prix de vente dans l'idée de dégager une véritable plus-value avec l'agriculture biologique. Et régulièrement, ils prennent le temps d'analyser leur prix de revient pour vérifier que les prix de vente sont toujours en cohérence avec ces prix de revient. Malgré toute la réflexion envisagée, eh bien, cette stratégie, elle a déjà dû s'adapter. En effet, nos deux éleveurs, ils visaient parmi, entre autres, un des créneaux qui était celui du steak haché bio surgelé. Et il s'est révélé assez difficile à atteindre du fait de contraintes sanitaires. Du coup, pour le moment, le lancement de ce produit est retardé et nos deux éleveurs, ils se consacrent sur des produits, on va dire, entre guillemets, un peu plus classiques. Donc, avoir une entreprise qui est prête à faire face à une crise grâce à une stratégie claire et puis en disposant du quart d'heure d'avance, c'est bien, mais ce n'est pas forcément une garantie pour passer une crise sans souci. En effet, qu'on soit une entreprise, mais aussi tout être humain, on a tendance à penser que les choses à l'avenir, elles vont toujours se passer comme elles se sont passées jusqu'à présent. Et donc, on a beau dire, on a beau essayer de se préparer à des catastrophes, on n'a pas forcément la réponse la plus adaptée. C'est ce qu'on appelle en fait le biais de normalité. On réagit de la manière la plus normale possible à des événements qui sont exceptionnels. Et donc, la réponse en tant qu'humain ou en tant qu'entreprise n'est pas forcément suffisante. Et la crise sanitaire actuelle, c'en est un exemple flagrant. En effet, au printemps, quelle entreprise aurait pu anticiper la décision du gouvernement de confiner? D'autant plus que le gouvernement lui-même, il a tardé à prendre conscience de l'ampleur exacte de cette crise. Donc au final, quand la crise survient, c'est important. Donc, voilà, quand la crise survient, c'est important de prendre le temps de se rendre compte que la crise est là, de prendre conscience qu'elle est là sans faire l'autruche. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on peut s'attaquer aux mesures pour atténuer les conséquences de la crise. Et c'est ce que va nous montrer le témoignage suivant qui peut cette fois démarrer. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. C'est comme si vous sortez d'une pièce, vous éteignez la lumière. Le commerce s'est arrêté comme ça. Donc il a fallu réagir assez vite. Au Carré des Bières, on a une petite fruitière vinicole, un tiers de particuliers, on a un tiers de commerçants, et puis on avait un autre tiers qui est race.
fêtes, grosses fêtes. Kermesse ou autre. Ce dernier créneau, chez nous, c'est celui qui a... On a développé tout ce qui est vente par correspondance, Internet. Et communiquer entre nous. Au lendemain. Excusez-nous, on a vraiment des problèmes de réseau, donc je vous encourage à aller voir ces 3 témoignages qui sont vraiment inspirants et qui présentent donc les réactions face à la crise de 3 entreprises de la région. Les abattoirs de la Motte en Saône-et-Loire pour le premier témoignage qui nous parlait de la façon dont son équipe est très souple pour faire face aux crises, avec beaucoup de solidarité entre les équipes et la capacité de prendre les postes des uns et des autres en fonction des besoins. Le deuxième témoignage, le caveau des Biards dans le Jura, qui présentait la façon dont l'entreprise s'est adaptée en termes commerciaux en développant la communication sur les réseaux sociaux, la livraison chez les clients, en remplaçant les portes ouvertes par des mailings, par une communication sur Internet, la façon aussi dont ils ont géré les soucis de personnel sur leur entreprise. On fera un dernier essai pour la minoterie Forest, le 3e témoignage, mais si ça coupe également, je ferai un petit résumé au moment de l'intervention. Donc Pascal, je te repasse la parole. Merci Mathilde. Donc voilà, effectivement, le témoignage du caveau des Biards montrait que c'est important quand la crise intervient de réagir rapidement pour en atténuer les effets négatifs. Alors aujourd'hui, pour la crise sanitaire, on est de nouveau dans la phase aiguë comme au printemps, avec le confinement, des restrictions de déplacement et de nombreux établissements qui sont fermés. La particularité de cette crise pour un chef d'entreprise, c'est qu'il peut agir uniquement pour en atténuer les effets négatifs. Il n'a aucune perspective sur son terme, puisque la sortie de crise, elle dépend essentiellement des avancées vaccinales. En plus, ce qui est encore moins évident en entreprise, c'est que le gouvernement, petit à petit, a ajouté des mesures qui ont nécessité pour le chef d'entreprise de toujours plus s'adapter avec le télétravail, de l'activité partielle éventuellement, le port du masque et tout le protocole sanitaire qui va avec. Donc c'est pour ça que quand la crise intervient, c'est important de prendre le temps de revoir sa stratégie, de l'adapter et donc en priorisant les choses. Alors, on peut illustrer 2 types de crises. Il y a la crise qui peut être la crise Cobra, qui, par exemple, c'est soudain, comme une catastrophe naturelle. Et pour la résoudre, c'est plutôt une approche défensive. C'est le cas notamment de notre fameuse crise sanitaire. L'autre type de crise, ce serait plutôt la crise Python, qui là émerge de l'environnement interne de l'entreprise. On peut prendre par exemple l'exemple de la crise du lait infantile. Et là, c'est pour pouvoir la résoudre, pour en sortir, c'est toute l'organisation de l'entreprise qu'il faut revoir. Mais quel que soit le type de crise, une entreprise, elle est triplement impactée. Alors déjà, sur sa main-d'œuvre, mais là, tout à l'heure, je disais qu'une petite entreprise, elle a une capacité à s'adapter. Par contre, en termes de main-d'œuvre, là, elle a l'avantage de sa taille réduite qui peut permettre un accompagnement de proximité et puis qui peut faciliter la prise d'initiative. Parce qu'effectivement, quand la crise survient, toute l'équipe au sein de l'entreprise, elle a un intérêt commun, c'est celui que l'entreprise fonctionne au mieux.
Deuxième impact, c'est sur le processus de production, avec des canaux d'approvisionnement, des canaux de livraison, des circuits de commercialisation qui peuvent être perturbés, des matières premières qui peuvent être de moindre qualité, des fournitures comme des emballages qui sont absents, éventuellement des pannes qui peuvent être plus difficiles que d'habitude à résoudre. Et puis enfin, troisième impact et non des moindres, c'est sur l'aspect économique et financier, avec souvent, dans le cadre de cette crise, un chiffre d'affaires qui en baisse, voire même absent, alors que les charges demeurent, elles, présentes. Donc une trésorerie qui automatiquement est fortement impactée. Et puis aussi, pendant la crise, ce qui est important, c'est la communication, c'est primordial, aussi bien en interne qu'en externe. On le voit aujourd'hui avec la crise actuelle, l'importance des réseaux sociaux et puis des outils digitaux. Mais donc communiquer, c'est important, mais il faut quand même être prudent sur la prise de décision et la façon de la communiquer. En effet, il faut que la décision, elle respecte l'éthique de l'entreprise pour ne pas dégrader son image et la confiance de l'entreprise auprès des partenaires et puis des équipes. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'augmenter les impacts négatifs de la crise par des tensions internes. Pendant la crise aussi, il faut pouvoir prendre de la hauteur quand, voilà, c'est pas forcément évident, mais c'est important d'essayer de prendre de la hauteur pour revoir ses priorités et puis pour oser. C'est ce que nous ont dit avoir fait de nombreux chefs d'entreprise, notamment dans des domaines viticoles. Et ils se sont appuyés pour cela sur le personnel en télétravail, le personnel administratif en télétravail, qui a joué un rôle clé, qui a pu travailler à moderniser les sites Internet pour qu'ils deviennent compatibles smartphones et tablettes, et puis qu'ils puissent permettre de devenir marchands et donc permettre la vente en ligne. Ils ont aussi travaillé à réduire les délais de paiement pour impacter au minimum la trésorerie. Et ils ont aussi pu développer des outils numériques, comme par exemple des messageries instantanées, pour maintenir le lien avec les équipes qui étaient en activité dans les vignes. Donc en fait, une gestion de crise qui allie à la fois l'économique, l'humain et la continuité du processus de production, c'est indispensable pour envisager une sortie de crise. Ça peut même être un tremplin pour l'avenir post-crise. Et une crise donc, peut permettre de tester des scénarios très prometteurs pour l'avenir. C'est ce qu'on va essayer de voir du coup dans la prochaine vidéo. La minoterie forêt, en fait, a un seul site de production. On fabrique, on écrase notre blé, on fabrique notre farine ici, à côté de Cluny. On est 160 collaborateurs au niveau de l'effectif. Nos clients sont à plus de 90% des artisans boulangers. C'est à peu près 1300 clients artisans. Une centaine de départements. Nos clients ont été très touchés par le Covid. Au démarrage, de manière très positive, c'est-à-dire que les gens sont précis. Acheter du pain en quantité sont un petit peu par peur, j'imagine, de manquer. Et très vite, ils ont déchanté puisqu'on a des pertes de chiffre d'affaires chez nos clients en moyenne entre 35 et moins 40%. Par ricochet, forcément, on dépend de nos clients, donc on a perdu au plus bas. Puis moins 30, puis moins 20. Aujourd'hui, on a quasiment retrouvé notre niveau d'activité. On a des sujets comme les sujets digitaux, par exemple, qui s'est inscrit presque prioritaire. Donc on est en train de travailler sur beaucoup plus rapide. Et les circuits courts, on a développé des ventes, par exemple, dans quelques grandes surfaces tout proches de chez nous qui commercialisent notre farine. Il n'y avait plus de sachets de farine dans les rayons. Et du coup, on a été contacté un petit peu par
de toute France et on n'a pas du tout d'équipement pour faire du sachet de 1 kg. On a petit à petit proposé sur quelques grandes surfaces tout à fait localement, hein. C'était Cluny, c'était Chalon. Le rayon épicerie des grandes surfaces, donc c'est des petits volumes complètement. Comme expérience à vivre, mais je ne suis pas suffisante et de loin. Le manque à gagner. Le consommateur aujourd'hui a envie et un besoin d'être rassuré, de transparence. Je pense que le Covid le ressenti qu'on a, donc une tendance de fond, ça va beaucoup. On a, nous, sur le commerce équitable, mais il existe d'autres démarches aussi dans ce sens-là. Quand un de nos clients artisans boulangers décide de s'inscrire dans la démarche, on fait une animation d'inauguration, une ouverture. 3 fois plus de demandes post-Covid, donc ça veut quand même dire que ça va plus vite et que les gens sont de plus en plus en demande, en fait, de sens. Voilà. Après, la problématique, c'est combien ça coûte. À mettre un petit peu plus, est-ce que le boulanger ou le meunier est prêt à prendre en charge une partie aussi. Moi, je suis convaincue qu'on peut y arriver et que le consommateur est prêt à jouer le jeu. On s'est rendu compte qu'on était en capacité d'agir avec agilité, Et du coup, on travaille en termes d'organisation de manière différente. Il y a plus d'audace. C'est vrai qu'au pied du mur, tout le monde a dû faire des choses, quoi, hein. Il fallait réagir et ça... cette possibilité de tenter, d'essayer. Et les gens sont différents, sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus... aventuriers, voilà. Alors, on s'excuse toujours pour la qualité de la vidéo. Je pense que c'est un petit peu mieux. Ça permet au moins de vous donner un avant-goût de ce que vous pourrez regarder tranquillement après coup. Donc, comme l'illustre le témoignage de Karine Forêt, directrice générale de la minoterie Forêt, une crise bien gérée doit permettre à l'entreprise d'en sortir renforcée. Ça joue le rôle de catalyseur. Nous allons donc continuer par l'après-crise. Mais déjà, quand on dit après-crise, quand est-ce que l'on sort de la crise? Et ça, c'est pas si évident que ça à déterminer. Ça suppose en tout cas que les mesures spécifiques mises en œuvre au cours de la période prennent fin. Donc, on le redit, là, il n'y a pas de doute que pour la crise actuelle, on est de nouveau en plein dedans. Mais c'est vrai que dans l'été, certains auraient pu penser que la crise était derrière nous, mais c'était quand même pas le cas. Alors, en sortie de crise, l'important, c'est de prendre le temps de faire un bilan après l'urgence et la pression qui vient de se passer et avant de retomber dans le quotidien de l'entreprise. Donc, si on revient sur la métaphore de la conduite, c'est faire une révision après un certain nombre de kilomètres parcourus. En ce sens, la crise, c'est l'occasion de travailler sur la résilience de l'entreprise, donc sa capacité à s'adapter en modifiant son organisation pour mieux affronter les chocs futurs.
Donc, le fameux bilan de crise, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un retour d'expérience qui permet de déterminer les forces, les faiblesses de l'entreprise au cours de la période, ce qui s'est bien passé et ce qui, au contraire, ben, il vaut mieux éviter de reconduire. Dans son témoignage, Madame Forêt y faisait référence quand elle a parlé des petits conditionnements de farine qui ont été développés pendant le premier confinement, mais que la minoterie ne va pas reconduire faute de rentabilité. Dans le bilan de crise aussi, c'est important que le chef d'entreprise puisse prendre le temps de faire son introspection parce que ben, vous le voyez bien, gérer une entreprise par temps calme et gérer par tempête, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que c'est important de vous connaître, de savoir comment sous la pression vous prenez vos décisions et surtout comment vous pouvez les communiquer à vos équipes et aussi à vos autres associés. Et puis, bah, un bilan de crise, souvent aussi, ça permet de remettre l'accent sur la prévention, parce que souvent, un enseignement, c'est que la crise, on aurait pu la gérer différemment si on y avait été mieux préparé. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des exercices de gestion de crise pour travailler sur les risques probables. Au final, le bilan de crise, bah, il doit permettre d'adapter la stratégie de l'entreprise en ajustant, si besoin, le mode de production, le mode de commercialisation, par exemple en travaillant sur la dépendance, à l'amont, à l'aval, donc aux clients, aux fournisseurs. Ça peut être aussi l'occasion de travailler, sur la communication, mais aussi sur l'organisation interne de l'entreprise. Par exemple, ben, comment pallier, l'absence de l'homme clé. Ça peut être aussi, bah, en termes, économiques et financiers, des bilans intermédiaires pour vérifier que la stratégie est bien adaptée et puis ça peut être aussi par autre exemple, sur l'aspect économique et financier, travailler, son prix de revient. Je viens de lancer pendant le confinement, dans l'urgence, un nouveau produit. J'ai évalué assez rapidement son prix de vente. Ben, après la crise, je prends le temps d'analyser finement, comment se compose son prix de revient et pour vérifier que le prix de vente est bien adapté. Alors, pour illustrer cela, je voudrais vous parler d'un nouvel exemple, celui de producteurs laitiers qui, suite à la crise de 2016, ont pris le temps de réfléchir et de revoir un peu leurs priorités. Ils ont décidé donc de conserver une partie de la valeur ajoutée dégagée sur leur exploitation en misant sur le local. Alors, petit aide-mémoire, donc la crise laitière de 2016, c'est une baisse du prix du lait marquée sur un pas de temps quand même assez long, suite à la sortie des quotas en 2015, une sortie totalement préparée alors qu'annoncée de longue date et qui a engendré une surproduction à l'échelle européenne. Donc, nos producteurs laitiers en question, donc pour miser sur le local, ils ont créé un magasin de vente à la ferme et puis, ils ont démarché les collectivités locales, notamment les cantines scolaires et les grandes surfaces qui les entouraient, pour proposer leur gamme de yaourts, beurre et autres crèmes desserts. Et donc, l'orientation qui a été choisie en 2016 pour cette entreprise, ben, elle s'avère gagnante avec la crise actuelle, puisqu'au moins pendant le premier confinement, sur lequel on a du recul, les consommateurs ont plébiscité les circuits courts, si bien que ben, la fréquentation du magasin s'est trouvée accrue, ainsi que du coup la notoriété de l'entreprise, et puis un certain nombre de nouveaux clients ont pu être fidélisés. Donc aujourd'hui, nos producteurs laitiers, bah, ils continuent dans la voie qu'ils ont choisie. Ils vont transformer davantage de lait pour la vente directe et ils vont aussi proposer de nouveaux produits avec cette fois de la viande issue de leur élevage. Donc on le voit bien, la capitalisation de l'expérience permet à l'entreprise d'être plus forte. Une crise, bah, c'est le moment d'oser. Ça pousse à être plus imaginatif, plus créatif, à l'image d'un laboratoire d'idées. Donc toujours sur cette même trajectoire, on a exemple en Saône-et-Loire d'au moins 2 magasins de producteurs qui sont en réflexion. Des réflexions qui sont initiées par des exploitations qui pratiquent la vente directe de longue date, mais qui sont rejoints depuis la crise actuelle par des producteurs qui ne pratiquaient pas jusqu'à présent cette démarche, mais qui l'avaient dans un coin de leur tête sans forcément oser sauter le pas, mais qui ont dû le faire contraints et forcés pendant le confinement parce qu'il fallait bien trouver un débouché à leurs produits. Donc pour conclure, d'autres bouleversements sont en cours, notamment le changement climatique, la transition écologique.
Mais pour autant, ce ne sont pas des crises au sens où nous les avons définies tout à l'heure. Ce sont plutôt des mutations profondes parce qu'en fait, ces phénomènes sont connus de longue date et que nos actions ont un impact direct dessus. Souvent d'ailleurs, une crise, c'est le symptôme d'une mutation en cours. En tout cas, pour une entreprise, que l'on parle de crise ou de mutation, j'allais dire que la recette est un peu la même. Ça suppose de pouvoir adapter ses ressources, notamment humaines, et ça requiert aussi de la clarté dans les orientations stratégiques et leurs évolutions. Nous terminerons par une citation de l'économiste et haut fonctionnaire Jacques Attali. Ce que l'on nomme crise n'est que la longue et difficile réécriture qui sépare deux formes provisoires de monde. Bravo Pascal, merci beaucoup et tu nous as fait une belle illustration de comment s'adapter quand on est face à une crise. Merci à tous aussi d'être restés nombreux en dépit des difficultés techniques. On va prendre maintenant un temps d'échange avec Pascal autour de cette notion de crise et puis on vous enverra les liens. Donc Aurélie vous a déjà mis un lien pour aller sur notre site web de façon à pouvoir consulter les témoignages que vous n'avez pas vu voir. Pascal, du coup, les premières questions arrivent. Quelles sont les clés de la réussite pour se lancer dans les circuits courts? Eh bien, déjà, je dirais que pour se lancer dans les circuits courts, il faut quand même aimer la commercialisation, le contact avec le client, puisque il suffira plus, on va dire entre guillemets, uniquement de produire, il faut pouvoir vendre son produit. Je dirais aussi que, il y a tout un travail aussi à faire pour réussir avant de se lancer sur, la construction de son prix de vente. J'en parlais tout à l'heure avec, l'exemple du producteur, bovin viande. C'est vrai que moi dans les con les gens qui veulent se lancer en circuit court et puis qu'on accompagne, souvent ils nous disent: on a regardé pour fixer nos prix de vente, ce qui se passe dans la grande distribution, on regarde ce que font nos concurrents. Alors c'est vrai que c'est un premier élément de réponse, mais on le voit souvent, c'est quand même pas forcément suffisant. Il faut vraiment calculer, son prix de revient par rapport à son propre produit, par rapport aux investissements qu'on a en face et puis, voilà, pour vérifier quand même que le prix de vente qu'on a permet, de rémunérer le producteur, convenablement. Parce qu'une des clés aussi pour réussir, c'est justement l'organisation du travail, parce que c'est vrai que se lancer dans les circuits courts, c'est aussi très chronophage, puisque, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs, facettes qui s'ajoutent. Il faut produire, il faut éventuellement transformer selon le type de produit et puis il faut commercialiser. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc c'est important aussi sur ce type d'activité, régulièrement de prendre un peu de hauteur, de se poser et puis de dégager les priorités. Donc finalement, il faut être capable de bien comprendre la demande, la concurrence et s'organiser. Voilà, c'est ça, oui. Je pense que pour moi, c'est les clés que je vois comme essentielles, oui. OK. On a une autre question. Tu as appris à plusieurs reprises l'image de la conduite, pour illustrer, la gestion de crise. Donc en soulignant le fait que quand on en connaissait sa stratégie, on savait, finalement, même quand il y avait des déboires, on savait mettre en place les moyens pour garder le cap. Mais comment, finalement, définir la stratégie sur une exploitation agricole? Et en fait, définir sa stratégie, c'est avoir une vision de ce que l'on souhaite pour son entreprise. Alors, par exemple, je sais pas, on parlait de vente directe juste avant. Ça peut être, ma stratégie, c'est qu'au final, je voudrais que mes produits, je les retrouve dans des grands restaurants du département, par exemple. Ou alors, je sais pas, sur un aspect plus économique, je veux que mon exploitation soit rentable tout en pouvant dégager du temps pour moi, par exemple. Ça peut être des exemples, voilà, de stratégie. Donc c'est le cap en fait que l'on veut atteindre. Et puis après, il faut arriver à se fixer des objectifs pour l'atteindre et puis à décliner en un plan d'action. Donc c'est vrai que une stratégie, c'est important de pouvoir l'écrire justement pour bien la fixer. Et notamment si on est dans une entreprise à plusieurs associés, parce qu'il faut qu'elle soit partagée par tout le monde. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de la formaliser. Comme ça, on est sûr que tout le monde la partage, tout le monde est bien d'accord sur ce qui est dedans. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant de se faire accompagner pour bien la formaliser. Et les conseillers Serre France peuvent être un interlocuteur parmi d'autres pour y travailler.
Et puis une stratégie, bah, il faut aussi, une fois qu'elle est construite, enfin, c'est pas fini. Il faut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sans cesse l'adapter pour, bah, en fonction des opportunités en fait qui se présentent. Il faut pouvoir la faire vivre. C'est pas quelque chose de figé en fait dans le temps. Et dans les exemples que tu donnes de stratégie, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'économique et l'humain sont très intimement liés et que finalement la question des valeurs Oui. et du rythme de vie est aussi importante que celle du Mm. revenu. Oui, c'est ça, voilà, parce que oui, dans la stratégie, il faut aussi intégrer ben, ces valeurs, parce que oui, voilà, on dit qu'on veut atteindre cet objectif, mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou éventuellement pas pour y arriver? Oui, la notion de valeur, elle est importante dans la réflexion, oui. Alors, il n'y a plus de questions. Je vais t'en poser une, une de mes questions, pour voir si les participants, en attendant de voir si une autre arrive de la part des participants, et puis sinon on arrêtera là. On a vu que la Covid-19 finalement avait eu relativement peu d'impact sur un certain nombre d'exploitations, même si ça a pu toucher très fort les viticulteurs ou les personnes qui font de la vente directe. Par contre, il y a une crise là, tu en as parlé également en conclusion, qui se dessine, c'est celle du changement climatique. Comment faire pour se préparer au changement climatique sur son exploitation? Bah, il y a pas forcément j'ai pas forcément la réponse n'est pas forcément évidente, on va dire, parce que c'est vrai que, bah, le climat, quoi qu'on fasse, il va quand on regarde un peu, on lit un peu des choses pendant dans les années qui arrivent, pendant au moins 20 ou 30 ans, il va continuer, quoi qu'on fasse, à évoluer comme il évolue aujourd'hui. Mais il y a 2 axes, quand même de réponse si on essaye de regarder en termes de méthodos. On va dire, il y a l'adaptation proprement dite au changement climatique. Donc là, c'est plutôt, bah, sur le court terme pour essayer d'atténuer les impacts du changement climatique, alors qui peuvent être, on parle toujours des impacts négatifs, mais qui peuvent être aussi bénéfiques, par exemple avec moins de risques de gelée. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose qui est favorable. Et donc voilà, s'adapter, bah, c'est plutôt sur le court terme et c'est plutôt des initiatives à l'échelle locale qui peuvent se faire à l'échelle des exploitations, en regardant par exemple ce qui peut se passer ailleurs, notamment dans des endroits qui sont déjà plus secs et plus chauds, par exemple, que chez nous. Et puis cette adaptation, bah, elle repose aussi bien évidemment sur la recherche, avec par exemple la sélection variétale. Donc ça, c'est un premier niveau. Et puis bah, le deuxième, c'est tout ce qui est atténuation du changement climatique. Donc là, en se disant bah, comment faire pour réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. Donc le solde en fait entre émissions et puis stockage de carbone par l'agriculture. Et puis là, bah, ça peut passer par aussi des choses variées. Alors il y a la réduction d'intrants, par exemple avec l'agriculture de précision. Il peut aussi y avoir l'agroécologie avec la couverture des sols. On parle aussi d'agroforesterie. Et puis, il y a tout ce qui est énergie renouvelable, par exemple avec de la méthanisation, qui peuvent aussi être une source de revenus pour les agriculteurs. Donc, en fait, il n'y a pas. Vas-y, je t'en Oui, prie. non, je voulais juste conclure en disant qu'il n'y a pas forcément de solution unique. En fait, il faut arriver à combiner ben, un peu tous ces éléments-là pour pouvoir s'adapter et puis pouvoir s'adapter tout en maintenant la performance économique de Et ce qui est l'exploitation. intéressant, c'est de voir que finalement, les solutions que tu évoques pour le changement, face au changement climatique, c'est aussi celle qui avait été évoquée par Émilie en première partie pour améliorer les revenus. Oui, tout à fait. Oui, on est sur ces axes-là. Oui. Alors, on a une dernière question qui t'est envoyée par les élèves de Fontaine, qu'on salue. On salue d'ailleurs tous les étudiants qui nous suivent en classe en ce moment. Avez-vous des exemples d'actions collectives mises en œuvre pour se sortir de la crise? Bah, alors, j'imagine que ça fait référence, oui, à la crise sanitaire actuelle. Alors, bah, en action collective, oui, j'avais en tête, par exemple, l'exemple qu'on a donné à la fin de magasins de producteurs. Voilà, des gens qui se lancent collectivement au niveau de la vente directe. Et puis, ça peut être une réponse par rapport à ce que je disais. En vente directe, ben, il y a tout l'impact de la problématique organisation du travail. Et c'est vrai que bah, quand on est à plusieurs pour travailler sur la commercialisation, c'est vrai que je pense que c'est intéressant. Donc, en cela, le magasin de producteurs peut être voilà, une réponse intéressante. Et Voilà, c'est l'exemple qui me vient en tête. Je ne sais pas si toi, Mathilde, tu en as oui, je peut-être un pense à la autre. filière laitière qui s'est mobilisée alors, pour réduire la production, que ce soit au niveau national avec l'aide du CNIEL qui a été Mm, proposée. Il y a aussi la filière Comté qui est aussi dans le lait, qui a, mm, qui c'est a mis vrai, des oui, oui. contraintes à la production qui ensuite ont été allégées parce que finalement la crise n'a pas eu autant d'impact que ce qu'ils craignaient.
Et puis, toujours dans le lait, mais aussi dans l'agneau ou dans d'autres productions AOP ou productions festives, il y a eu énormément de communications qui ont été faites pendant le confinement et cet été, de façon à relancer la consommation à domicile ou cet été sur les lieux de villégiature. Je vais regarder, je crois c'était la dernière question. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour ces échanges. Merci à tous pour la qualité des échanges. On reste disponible pour discuter avec vous. L'équipe est là pour vous répondre. Je vais remettre leurs coordonnées à l'écran. Donc, je les remercie une dernière fois pour à la fois la qualité de ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui et aussi, vous avez pu le voir, pour leur résilience face aux petits soucis techniques et au fait d'utiliser un nouveau média pour s'adresser à vous. Je remercie aussi les 3 témoins qui nous ont reçus sur leurs entreprises pour filmer leurs entreprises et qui nous ont consacré du temps. Et je vais vous laisser là. N'hésitez pas à poursuivre le dialogue avec cette équipe, que ce soit sur vos exploitations, dans vos établissements scolaires ou dans nos agences. Bonne journée.